Hello à tous et bienvenue sur le podcast Twip, ta série audio pour vivre 1000 aventures avec ton chien. 2 lundis par mois, on se retrouve pour échanger avec un ou une passionnée qui lui aussi emmène son chien partout. Dans chaque épisode, tu retrouveras des conseils, des inspirations pour te donner envie de bouger et profiter avec ton chien. Si cette émission te plaît, je t'invite à lui donner une note 5 étoiles sur la plateforme de ton choix et à partager ton épisode préféré sur Instagram. Avant de commencer, je profite de ce tout premier épisode 2023 pour te souhaiter une bonne année. Je te souhaite une année riche en aventures, en bonheur simple, toujours bien accompagnée de ton loulou. J'en profite aussi pour remercier chacun d'entre vous qui ont écouté assidûment ou non des épisodes de Twip l'année dernière. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Laura au micro de Twip. Laura est une grande sportive. Entre les sports d'hiver, de glisse ou les randonnées, elle ne s'arrête jamais et emmène avec elle Plume, son petit samoyède, partout. Au cours de cet épisode, Laura partage ses conseils pour emmener son chien en station de ski et sur la vie en Haute-Savoie quand on a un chien. J'espère que cet épisode te plaira et je te souhaite une bonne écoute. Hello Laura, bienvenue sur le podcast Twip. Je suis super contente de t'avoir avec moi aujourd'hui donc pour parler notamment des sports d'hiver et de la vie en Haute-Savoie. Comment vas-tu ? Salut Alicia, ça va super bien et toi ? Ça va aussi, merci. Je suis trop contente que tu aies accepté mon invitation. Avant qu'on entre dans le vif du sujet, est-ce que tu voudrais bien te présenter ? Alors moi c'est Laura, j'ai 26 ans, je vis actuellement en Haute-Savoie. Donc à la base je suis originaire de Tours, donc rien à voir avec la montagne. À l'âge de 20 ans, je suis partie à Toulouse pour mes études. J'y ai passé 3 ans et je suis clairement plus jamais rentrée chez moi, aux grandes dames de ma famille. Ensuite, j'ai déménagé à Montpellier, puis à Font-Romeu dans les Pyrénées. Je suis passée aussi par le Pays Basque avec Hendaye. Et maintenant, depuis un peu plus d'1 an, donc je suis au G en Haute-Savoie. Ah oui, t'as fait un bon petit tour de France. Ouais, clairement. Je suis un peu une globe-trotteur, mais version française uniquement. Et donc, pourquoi je vadrouille autant ? Parce que voilà, j'ai toujours besoin de découvrir de nouveaux endroits. J'adore aussi les sports de glisse et les sports outdoor. Donc voilà, ça me permet de vivre de mes passions et de faire du ski, du snow, du skate, du surf, de la rando, de l'escalade, enfin tous les sports que j'aime. Chose que je pourrais clairement pas faire si j'étais encore à Tours. Sinon, je suis un peu hyperactive parce que je pratique tous les sports dont je t'ai évoqué précédemment. Je fais aussi du running, de la natation, enfin j'arrête pas, j'ai toujours besoin de bouger. Et outre ça, je suis clairement passionnée par les animaux, je suis petite fille d'agriculteur, j'ai toujours vécu avec des animaux autour de moi. Mes parents ont toujours eu des chiens. Et du coup, il y a maintenant 6 mois. 6 mois, j'ai réalisé mon rêve et j'ai adopté mon propre chien qui s'appelle Plume. Donc Plume, c'est un petit samoyède qui va avoir 10 mois. Et pourquoi un samoyède ? C'est parce que du coup, quand j'étais dans les Pyrénées, donc il y a eu une année où c'était l'année blanche à cause du Covid, les stations n'ont pas ouvert parce que moi je travaille en station et donc du coup j'étais au chômage partiel et j'ai travaillé dans une meute de chiens de traîneau parce que du coup l'activité traîneau c'était la seule activité qui pouvait encore fonctionner et ils avaient besoin de renfort, donc j'ai travaillé avec une meute de chiens de traîneau et c'est comme ça que j'ai découvert le samoyède et je suis clairement tombée en amour de ces chiens. Par la suite, quand je suis revenue après en ville à Montpellier, j'ai gardé un samoyède d'une de mes voisines avec l'application Empreinte Mon Toutou. Je sais pas si tu connais. Si, ouais, je connais bien. Et par la suite, c'était évident que je devais adopter mon samoyède. Enfin voilà, c'était viscéral. Il y a des femmes qui ont besoin d'avoir un enfant. Moi, il fallait que j'adopte mon chien. donc voilà. Donc du coup, j'ai adopté Plume en juin dernier. Par la même occasion, j'ai aussi acheté un van. Et voilà, maintenant, on vadrouille tous les deux. Trop drôle. Du coup, t'as acheté ton van en même temps que t'as adopté ton chien, c'est ça ? Ouais, quasiment en même temps. Mon van, je l'ai récupéré au mois d'avril et Plume est arrivé fin mai. Et mes premiers trips en van, je les ai fait clairement avec Plume. Trop mignon. Et en plus, j'imagine que c'est une race de chien qui colle plutôt pas mal à ton rythme de vie. Oui, clairement. Plume, c'est un chien qui est originaire de Sibérie, qui adore le froid, la montagne et qui adore faire du sport, être dehors. Donc clairement, je pense qu'on est fait pour être ensemble.
C'est clair. J'avais déjà interviewé Shams, qui lui aussi a un samoyed, et effectivement, ça a l'air d'être des petites boules pleines d'énergie et toujours prêtes à crapahuter un peu partout. Et est-ce que tu aurais des conseils à donner aux personnes qui aimeraient elles aussi adopter un samoyed? Ouais, carrément. Mais déjà, je vous conseille de vraiment bien se renseigner sur la race. Parce que voilà, le samoyed, je pense qu'il y en a plein qui le voient sur mon Instagram ou sur TikTok. Oh, c'est trop mignon. Oh, je veux. Oh. Mais non, parce que ça reste un chien, un être vivant. Et oui, ok, c'est tout mignon, c'est tout fluffy, c'est tout blanc, on dirait un petit ours. Mais voilà, c'est un chien qui doit vraiment, qui doit correspondre à notre mode de vie. Le samoyed, c'est un chien, c'est un nordique, hein, c'est un primitif. Donc il a vraiment besoin de se dépenser. Il a besoin de faire beaucoup d'activités sportives. C'est aussi un chien de meute, donc ils adorent leurs congénères. Ils adorent jouer, ils adorent voir des copains. Donc il faut vraiment les sociabiliser, leur faire rencontrer des copains le plus possible. C'est aussi super têtu. Mais après, je pense que tous les chiens sont têtus. Hein. Il a 10 mois, donc c'est de l'éducation non-stop tous les jours. On est un peu toujours derrière lui voilà, pour le reprendre et pas le laisser prendre de mauvaises habitudes surtout. C'est aussi un chien qui n'aime pas la solitude, donc il aime vraiment pas être seul. Quand je pars au travail et que je le laisse, franchement ça me fait vraiment de la peine. Il m'a fait 1000 bêtises chez moi, hein, alors que clairement j'ai jamais laissé plus de 3 heures tout seul, mais il m'a fait plein de bêtises pour me faire comprendre qu'il n'aimait pas ça. Donc voilà, bien être préparé, mais de toute façon que ça soit avant d'adopter un samoyed ou avant d'adopter un chien tout court, être préparé à lui consacrer le maximum de temps possible, à répondre à ses besoins et à l'aimer fort voilà. Je peux que te rejoindre là-dessus. Quel sport, toi, tu pratiques avec Plume? Alors, du coup, avec Plume, on fait surtout de la randonnée. Alors, il faut savoir que Plume est encore chiot, hein, parce qu'il n'a pas atteint l'âge adulte, il est encore en pleine croissance. Donc, quand les chiens sont petits, on ne peut pas les faire trop marcher, trop courir. C'est vraiment pas bon pour leur développement. Donc, du coup, tout l'été, on a fait de la randonnée, mais en sac à dos. Donc, j'avais acheté un super sac à dos pour Plume et on le portait derrière notre dos. Trop bien, t'aurais la référence? Ouais, c'est le sac Kurgo. Ok, c'est celle qui revient souvent. Ouais, franchement, j'avais regardé sur des milliers de sites à l'époque et c'est le mieux qui existe à l'heure actuelle. Et donc du coup, il y a aussi la marque K9 qui existe, mais qui existe uniquement sur le continent américain. Je m'étais renseignée et après, c'est le top avant Kurgo même, mais du coup, on peut pas acheter leur sac en France. Enfin, si, mais il faut payer 200 € de frais de port et de frais de douane, donc voilà. Ouais, ça vaut pas vraiment le coup. Non, c'est ça. Et du coup, il rentre jusqu'à quel âge dans ce petit sac? Donc, dans ce petit sac, il est rentré jusqu'à presque 6 mois. Okay. Et donc, du coup, par la suite, on a continué les randos, mais voilà, on faisait toujours attention au dénivelé. Et pour pas qu'il y en ait trop pour ses articulations. Et dès qu'il était fatigué, c'était dans les bras. Donc voilà, c'était nous qui étions bien fatigués après ça. Donc de la rando. Ensuite, par exemple, quand je vais à l'escalade, je l'emmène avec moi et je l'attache à une longe et puis il fait sa vie autour du spot. Pareil, quand on part en vacances avec le van sur la côte basque, on va faire du surf quasiment tous les jours. Donc là, il y a un de nous deux qui va à l'eau. L'autre qui reste sur la plage avec Plume. Enfin voilà, je veux pas me priver des activités que je fais parce que j'ai un chien, donc il nous suit partout et puis on adapte les activités. Si on va faire du skate, soit il est avec nous, soit on l'attache à côté du skatepark et puis il nous regarde faire. Et du coup cet hiver on a commencé le ski de rando. On faisait déjà du ski de rando avec le samoyed que je gardais avant. Je suis assez habituée, donc lui c'était une grande première pour lui, donc il galérait un peu dans la poudreuse au début. C'était super fatigant. Mais franchement, un grand kiff pour lui. Enfin, la descente, il pouvait courir à toute barzingue, donc c'était le top. Ok, pour ceux qui connaissent pas grand-chose au ski comme moi, est-ce que tu pourrais expliquer un petit peu quelle est la différence entre du ski de rando et les autres styles de ski qui existent? Alors, ce qu'on a tendance à pratiquer en montagne, c'est le ski alpin. Donc, on monte
les pistes avec les remontées mécaniques, donc un télésiège ou un téléski. Et du coup, après, voilà, on descend. C'est une chose qu'on ne peut pas faire avec les chiens aujourd'hui, parce que les chiens, ils ne sont pas autorisés sur les domaines skiables. Donc, le ski de rando, soit on va sur des itinéraires qui sont balisés dans les stations, soit on va faire du ski hors piste, ce qu'on appelle. On monte avec les skis, donc on a des pots collés sous les skis. On peut dire des pots de phoque parce qu'avant c'était des pots de phoque. Bon, maintenant on ne fait plus mal aux phoques pour faire les pots. mais du coup on colle des pots sous les skis. On monte comme ça le dénivelé. Arrivé en haut, on enlève les pots. On tourne les fixes des skis, on les met en mode descente parce qu'en gros il y a un mode montée, un mode descente. On le tourne en mode descente. Et puis là, c'est parti pour la descente. Ok, et du coup, là, toi, tu skis pour descendre et ton chien, il court avec toi. Voilà, c'est ça. À l'aller, on marche tous les deux et au retour, lui, il court et moi, je skie. Ok, et tu le fais en type ski jogging ou c'est en libre? Non, je préfère pas l'attacher. On peut l'attacher avec faudrait vraiment une grande longe. Mais il faut faire super attention à ce qu'il ne se prenne pas les pattes dans les skis parce qu'il pourrait se couper. Donc moi, je préfère le mettre en libre, comme ça, il court où il veut. Et le but, c'est qu'il soit vraiment le plus loin de moi possible pour pas qu'il se mette dans les skis. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment tu as initié Plume au ski, du coup? Alors, je l'ai pas forcément initié dans le sens où... c'est comme une randonnée, ou du moins à la montée, quoi. Il marche à côté de moi et puis il monte. Et puis la descente, la première descente, il l'a fait avec mon copain qui est moniteur de ski pour que ce soit plus à l'aise, plus facile, surtout pour mon copain. C'est la première descente, Plume se mettait vachement dans les skis, quoi. Pour lui, c'était un jeu. Mon copain, il allait vraiment super doucement, en chasse-neige, pour pas qu'on prenne trop de vitesse et qu'on lui fasse mal. Et puis au fur et à mesure, il a compris que ça servait à rien d'être dans les skis. Et puis moi je lui dis devant, c'est vraiment son mot, devant. C'est ce que je faisais quand je faisais du mushing du coup. Et voilà, ils savent qu'il faut être bien devant et pas être dans nos pattes. Ok, et t'as dit que tu voulais qu'il soit bien devant et pas dans tes pattes parce qu'il pouvait se couper. Enfin, il y a des parties tranchantes sur des skis? Oui, en gros, sur les skis, il y a les cars qui sont donc sur les côtés du ski. Et les cars, elles doivent être régulièrement affûtées, par exemple, surtout si on fait du ski de piste pour accrocher à la piste. Donc c'est vraiment une partie où même nous, si on met le doigt dessus, on peut se couper. Donc clairement, ça aurait... il y a déjà pas mal de chiens qui ont pu se couper les coussinets avec des cars, donc il faut faire super gaffe. Ok, je savais pas du tout. Désolée pour ceux qui nous écoutent pour mes questions vraiment de personne qui n'y connaît absolument rien au ski, mais je préfère demander. Parce que j'aimerais rebondir sur les stations dog-friendly, etc. Tu vois, qu'est-ce qu'on peut appeler une station dog-friendly? Dans le sens où certaines fois, tu as des stations où tu peux prendre des remontées mécaniques avec ton chien. Mm-hmm. Certaines fois, tu as les sentiers qui sont accessibles, mais pas les sentiers de raquettes, etc. etc. Comment tu fais pour trouver une station plutôt accessible aux chiens? Déjà, pour trouver une station accessible aux chiens, je vous conseille de clairement se renseigner sur les sites internet. Pour savoir si la station met en place des choses pour les personnes qui viennent avec leur chien. Ensuite, je pense que quand même dans la plupart des cas, tu peux faire des sentiers de rando avec des chiens, il n'y a pas de souci. Faut surtout déjà dans un premier temps trouver un hébergement qui soit ok pour ton chien, c'est la première chose. Et ensuite se renseigner si tu peux prendre ton chien dans les remontées mécaniques telles que les télécabines, parce que il y a souvent des spots de rando ou des chemins de rando qui vont être accessibles uniquement en télécabine. Donc mais honnêtement je pense que dans la plupart des stations, moi jusque là j'ai toujours pu emmener Plume dans les télécabines, j'ai jamais eu de soucis. Donc et après se renseigner dans s'il y a des restaurants, si les restaurants peuvent accepter ton chien ou pas. Mais moi jusqu'ici c'est pareil, tous les restaurants ont accepté Plume, j'ai jamais eu un seul refus jusqu'ici. Et Dieu sait que je l'emmène tout le temps partout avec moi. Trop bien. Et ça du coup c'est plutôt dans quel secteur? Moi je suis au G. Donc j'ai jamais eu il vient au restaurant avec moi, on peut prendre les télécabines, je l'emmène partout sur des chemins de randonnée, donc j'ai jamais eu de soucis. Après j'ai fait la Suisse aussi avec lui et en Suisse j'ai même été dans des hôtels
alors que j'ai jamais été dans des hôtels en France avec Plume, donc je sais pas trop. Mais moi, j'étais assez étonnée que même dans les hôtels, on ne me refuse pas Plume, quoi. Donc Plume a toujours été le bienvenu dans les hôtels où on a été. Et pareil, on a pris des télécabines, tout ça, et il n'y a jamais eu de soucis. Même des trains, on a été à Zermatt, on avait pris le train. On a pu emmener Plume avec nous, voilà. Après, faut prévoir un budget supplémentaire parce que souvent, il faut payer la place de Plume, mais voilà. De toute façon, que tu le prennes ou que tu le prennes pas, généralement, il faudra soit un budget supplémentaire pour les activités, pour l'hôtel, etc. Ou si tu le prends pas, pour la garde, donc oui. d'un sens ou d'un autre. Voilà, exactement. Et est-ce que du coup tu peux nous faire un petit topo sur les sports qu'on peut pratiquer avec son chien si on va en station, puisque j'imagine une famille qui veut partir donc à la neige tout ensemble avec son animal, comment elle peut s'organiser pour passer des bonnes vacances avec son chien, sachant que du coup ce que tu nous as dit c'est que y a plein de pistes, enfin qu'en gros les pistes ne sont pas accessibles aux chiens mais qu'il y a plein d'autres choses à faire. Déjà si vous partez en famille et que tout le monde veut faire du ski alpin toute la journée, je vous déconseille d'emmener votre chien parce que vous ne pourrez pas emmener votre chien faire du ski alpin. Comme je le disais, les domaines SCAP ne sont pas autorisés pour les chiens. Donc si c'est pour le laisser enfermer toute la journée à l'appartement, c'est vraiment pas une bonne idée. Par contre, voilà, si vous avez prévu d'aménager votre emploi du temps en fonction de votre toutou, si par exemple il y a une personne qui skie pas ou encore que vous n'avez pas prévu de skier toute la journée, vous pouvez faire plein d'autres choses que du ski alpin avec votre chien. Donc vous pouvez faire donc déjà du ski de rando, comme je le disais, donc sur des itinéraires hors piste ou le soir, une fois que le domaine skiable est fermé. Moi avec Plume, voilà, je fais souvent ça, on part faire une rando sunset comme je les appelle. On monte le soir à la fermeture à 16h et puis on va se voir un petit coucher de soleil en haut de la montagne. Vous avez cette possibilité en ski de randonnée. Vous pouvez faire de la randonnée tout court, en prenant les divers chemins de randonnée raquettes ou de randonnée piétonne qui sont prévus pour ça, en prenant les téléphériques, les télécabines pour prendre de la hauteur. Et puis après, il y a aussi la vie de station qui est possible, faire du shopping, aller au restaurant. Il y a quand même pas mal de choses à faire au final. J'ai une question encore concernant le ski. Donc tu dis que les domaines skiables donc, ne sont pas accessibles aux chiens. Et alors, je ne sais absolument pas comment ça se passe dans une station ou au ski de manière globale, donc peut-être que ma question est bête. Est-ce qu'on peut faire du ski alpin en dehors d'une station, du coup, si on veut emmener notre chien pour faire ça ? Si t'es en dehors d'une station, il n'y aura pas de remontée mécanique, donc tu feras du ski de randonnée. Ok, d'accord, c'est ça la différence. Je sais pas si d'accord. Ma réponse est claire. En gros, t'as forcément besoin d'une remontée mécanique pour redescendre, donc ou monter en ski de rando. Mais voilà, les remontées mécaniques, il faut partir du principe que prendre une remontée mécanique à ski avec ton chien, ce n'est pas possible. Donc voilà, si tu veux skier, il faut monter en ski de rando avec lui et puis redescendre ensuite à ski du coup, mais ça sera en dehors du domaine skiable. D'accord, donc les remontées mécaniques où les chiens sont autorisés, c'est uniquement quand t'as pas tes skis avec toi, c'est ça ? Voilà, ça va être les télécabines, généralement c'est les télécabines. Ok, d'accord, trop bien. Merci beaucoup de m'avoir éclairé là-dessus, parce que j'avoue que de mon côté c'était pas clair du tout, et j'avais vu qu'il y avait pas mal de remontées mécaniques qui étaient accessibles, du coup j'avais vraiment du mal à faire la différence entre les deux, donc trop chouette. Après, par exemple, donc, voilà, l'hiver tu ne pourras pas prendre le télésiège avec ton chien, mais l'été par contre tu pourras parce que tu n'auras pas les skis aux pieds et voilà, j'ai déjà fait des randos où il fallait prendre un télésiège parce que j'avais pas envie de me taper 1000 mètres de dénivelé à pied, et donc du coup Plume a pris le télésiège et voilà, et comme ça on est redescendu après à pied. Est-ce que tu as des stations accessibles aux chiens que tu apprécies particulièrement ? Moi je vis en station, donc du coup je vais pas forcément voir ailleurs étant donné que voilà, l'hiver je vis et je travaille en station, donc j'ai pas beaucoup de temps pour aller voir ce qui se passe chez nos voisins, mais en tout cas Auger, là où j'habite, voilà, c'est clairement une station que je conseille si on a un chien, parce que il y a plein de chemins de randonnée à faire avec son toutou. Les chiens sont vraiment acceptés dans les bars, dans les restaurants, dans les commerces aussi. Et pour rester sur la thématique donc, du ski, du froid, etc., est-ce que tu aurais des conseils à donner pour protéger son chien justement du froid ? Alors moi je t'avoue que, étant donné que Plume est un chien de Sibérie et qui peut résister à des températures jusqu'à moins 40 degrés,
je ne le protège pas. Je vais pas te donner les meilleures réponses, mais voilà, je sais qu'il est fortement conseillé de protéger leurs coussinets qui peuvent s'irriter avec la neige, mais aussi avec le sel qui peut être présent dans les rues qui ont été déneigées en amont et qui ont été salées. Si on a un chien à poil ras qui n'est pas fait pour supporter des températures trop froides, voilà, on peut lui mettre un petit manteau, une petite veste. On peut aussi leur mettre des chaussons. Je pense que c'est aussi assez important de leur mettre les chaussons. Aussi, on m'avait conseillé, parce qu'il faut savoir quand il fait très froid et quand on va dans la neige, il y a des grosses boules de neige qui se forment et qui s'accrochent à eux au niveau du ventre, des pattes. Et on m'avait conseillé de mettre de l'huile de coco pour pas que la neige accroche sur leurs poils. Ok, et toi, du coup, Plume, la neige, elle s'accroche pas du tout à ses poils ni rien ? Ah si, elle s'accroche. Elle s'accroche, c'est un petit bonhomme de neige à la fin des sorties dans la neige. Et après, du coup, on le rentre à la maison et on attend que ça sèche et on a de l'eau partout. Donc voilà, mais j'ai pas encore essayé la technique de l'huile de coco sur les poils, mais il faudra que je teste. Bah, j'en ai pas mal entendu parler, apparemment ça fonctionne bien. Bah, de toute façon, l'huile de coco, c'est vraiment un produit oui, qui passe partout. qu'on peut utiliser à toutes les sauces, hein, pour son chien, pour soi, enfin pour plein de trucs. C'est ça. Mais aussi, si on n'a pas... Enfin, comme tu disais, toi, tu as un chien qui est fait pour la vie dans ces conditions-là, mais si c'est pas le cas, ne pas hésiter aussi à bien l'essuyer, pour qu'il sèche et pour pas qu'il chope froid, en fait, comme on ferait pour nous, tout simplement. Voilà, exactement. Donc toi, tu vis en Haute-Savoie, pardon, depuis... 1 an, c'est ça ? Ouais, un peu plus d'1 an, c'est ça. Ok. Et de manière globale, enfin, tu vois, sans parler forcément de l'hiver, mais même en toute saison, qu'est-ce que tu penses de la vie dans cette région avec un chien ? Je trouve que c'est super parce que, étant donné que je vis au pied des montagnes, voilà, moi je vis en appartement, j'ai pas de jardin, mais clairement son jardin c'est la montagne, c'est un immense terrain de jeu, on se pose pas la question vraiment de où je vais le sortir, où est-ce qu'il va pouvoir être libre, ou... Enfin voilà, clairement j'ai juste à sortir de la maison, je prends un chemin et on est dans la forêt, dans la montagne, et il peut courir à toute barzingue autant qu'il souhaite, et du coup c'est top, encore plus quand on a un chien qui aime le froid comme le mien. Voilà, on sait que l'été il crève pas de chaud, il fait quoi, 20-25 degrés tout au plus. On sait que l'été c'est grave supportable pour lui, et puis l'hiver il est carrément dans son élément, donc voilà, non, je trouve que la montagne quand on a un chien c'est top, mais tout comme si on habitait en pleine campagne, ou au final à côté de la mer et d'une grande plage en fait, hein. Dès qu'on habite dans des grands espaces, c'est vrai que c'est idéal pour eux et pour qu'ils se dépensent un max. C'est clair que la vie à l'extérieur, c'est l'idéal pour eux. Et est-ce que tu aurais des spots que tu préfères ou que t'aimes particulièrement en Haute-Savoie à conseiller ? Moi, c'est surtout les spots autour de chez moi. Donc, moi, je monte souvent en haut du Ranfoli. Donc, c'est la montagne qui est juste à côté de chez moi. L'hiver, je monte en ski de rando, donc pour le coucher de soleil. Toujours pour le coucher de soleil, en fait, parce que j'aime trop les couchers de soleil. Mais l'hiver, je monte en ski de rando pour le coucher de soleil. Et l'été, j'y monte à pied. Et voilà, ça fait une bonne petite balade pour lui, pour moi, et ça nous permet de voir un super panorama au sommet. Après, j'adore aller au lac de Jouplane, c'est un spot qui est pas mal connu en Haute-Savoie, et il y a une randonnée qui se fait jusqu'à la Bourgeoise, ça s'appelle. Et c'est une randonnée qui est vraiment accessible à tout le monde, qui est vraiment qui a pas beaucoup de dénivelé. Et donc j'aime bien y aller avec Plume, et pareil j'y vais pour le coucher de soleil, et à l'arrivée on a une super vue sur le Mont Blanc, sur toute la vallée, donc voilà, c'est génial. Je sais que tu n'avais pas de chien avant d'habiter en Haute-Savoie, mais de manière globale, tu trouves que par rapport à toutes les régions que tu as déjà visitées, tu trouves que la Haute-Savoie est plus accessible, ou que c'est à peu près pareil partout en France ? Je pense que franchement c'est un non, il n'y a pas de région plus ou moins accessible pour les chiens. Après, par exemple, je sais qu'on a passé 2 semaines en vacances dans les Landes au Pays Basque avec Plume. Et moi, j'ai vraiment apprécié les Landes dans le sens où les plages, elles sont immenses. Elles sont pas interdites aux chiens, contrairement aux plages du Pays Basque, par exemple. Elles sont pas interdites aux chiens, elles sont super grandes, et ils peuvent courir sur des kilomètres sans aucun souci, quoi.
Donc je trouve ça top. Et je pense que non, je trouve que vraiment chaque région en France a sa particularité et a son endroit où les chiens peuvent s'éclater. Hein. Voilà, on peut habiter au beau milieu de la campagne et avoir une forêt immense juste à côté où les chiens peuvent s'amuser. Donc je dirais pas que la Haute-Savoie est plus adaptée pour les chiens qu'une autre région, non. Ok, en tout cas, elle est plus adaptée pour toi et tout ce que tu aimes y faire. Voilà, c'est ça. Avant d'enregistrer cet épisode, donc on avait demandé sur Instagram aux personnes qui te suivent et qui suivent Twip si elles avaient des questions en particulier. Donc c'est pas mal revenu sur la van life et aussi sur le matériel que tu utilisais pour Plume. Est-ce que tu voudrais nous partager si tu utilises vraiment du matériel spécifique au-delà du sac dont on a déjà parlé lorsque tu pars avec Plume? Oui, donc du coup j'ai utilisé pendant pas mal de mois donc le sac à dos Kurgo. Après mes indispensables c'est clairement la longe. J'aime pas trop l'idée de balader mon chien en laisse, je trouve que c'est super restrictif pour lui et à la fois Plume est encore super jeune et super fougueux et le rappel n'est pas toujours au rendez-vous, donc voilà, j'aime vraiment le balader en longe, donc j'ai une grande longe de 15 mètres voilà, qui lui permet de se balader à environ plus de 15 mètres autour de moi. Et pour autant, dès que je vois qu'il y a un danger, donc que ce soit une voiture ou un chien voilà, en face, je peux direct le rattraper, marcher sur la longe ou rattraper la longe pour le stopper. Donc c'est vraiment mon grand indispensable. Après, j'ai une super gourde qui est divisée en deux parties, où il y a une partie où je peux mettre des croquettes dedans et de l'autre partie, je peux mettre de l'eau. J'ai cette petite gourde avec une gamelle rétractable et ça m'accompagne vraiment partout dans toutes mes sorties. Ouais, c'est clair, la petite gamelle pliante là qui rentre facilement dans le sac, on peut pas l'oublier. C'est vrai, ouais, c'est vraiment le top. Et aussi, je l'ai perdue récemment et ça me manque, il faut vraiment que je lui en rachète une, c'est la clochette. Du coup, quand je le laisse en libre, je lui mets toujours sa petite clochette. Et ce qui fait que, voilà, s'il part un peu loin, au moins je l'entends et je peux savoir à peu près où il est. Et aussi, j'ai un GPS, donc le GPS Tractive. Jusque-là, j'en ai pas vraiment eu l'utilité parce que je touche du bois, il a jamais fugué ou quoi. Mais le samoyed que je gardais avant était un grand fugueur et je l'ai eu perdu sur des heures durant. Genre, des fois, je le cherchais pendant 3 heures en pleine nature. Donc je voulais surtout pas reproduire ça avec Plume. Donc, du coup, il a toujours son GPS. Et au moins, si vraiment il décide de se faire la malle, voilà, je peux le retrouver. C'est clair, non, c'est une trop bonne idée. Et ce que je trouve intéressant aussi avec ce type de GPS, c'est que, bon, visiblement, vu ce que tu as dit, tu dois pas en avoir vraiment cette utilité-là, mais ça te donne, je pense, un peu comme une montre des petits défis quand tu vois que tu peux suivre la fréquence de sortie de ton chien, s'il s'est assez dépensé sur la semaine, etc. Et je trouve que c'est motivant aussi pour les personnes qui peut-être font moins de sport que toi à se dire, là, visiblement, mon chien n'est pas assez sorti, donc je vais organiser une grande promenade ce week-end, vu que cette semaine, il ne s'est pas suffisamment dépensé. Et ça, je trouve ça super intéressant. Ouais, c'est ça. Le GPS, en gros, il te donne un nombre, comme nous, un nombre de pas. Je crois que c'est un nombre de kilos, non, de calories à dépenser chaque jour, le nombre de calories adapté en fonction de la race de ton chien et de son âge. Donc le nombre de calories qu'il faudrait dépenser chaque jour. Donc oui, c'est cool, ça fait un objectif et ça permet de savoir si on est un peu dans les clous et s'il se dépense suffisamment ou pas. Ouais, exactement, je trouve ça top. Moi, je pense que j'ai fait le tour de mes questions donc sur la Haute-Savoie et sur les sports d'hiver. Est-ce qu'il y a d'autres choses dont on n'aurait pas parlé que tu aimerais partager? Je parlais vachement du ski de rando, que c'est vraiment trop cool et ça permet en effet de faire du ski avec son chien, ce que ne permet pas par exemple le ski alpin. Cependant, il faut vraiment faire attention à cette pratique. Donc si on décide de faire du ski de rando sur les domaines skiables, il faut attendre du coup que les remontées mécaniques soient fermées. On part du coup sur les pistes balisées pour le ski de rando. On se renseigne sur le parcours en amont et voilà, surtout à la descente on fait super gaffe aux dameuses parce que du coup il y a des grosses machines qui viennent tasser, lisser la neige pendant la nuit et il faudrait surtout pas que votre chien croise une de ces grosses machines parce
que ça pourrait avoir de grosses conséquences. Donc vraiment faire super attention à ces dameuses, se renseigner peut-être en amont sur leur parcours ou sinon le garder attaché par exemple avec une longe au moment de la descente. Et après, si on décide de s'aventurer hors piste, hors des sentiers balisés, il faut vraiment soit connaître la montagne, enfin être habitué, être quelqu'un qui connaît bien, ou partir avec quelqu'un vraiment qui connaît et être équipé parce qu'il y a toujours des risques d'avalanche, donc être équipé, donc DVA, détecteur de victimes d'avalanche, pelle et sonde. Voilà, c'est vraiment indispensable. Il faut rappeler quand même que la montagne c'est super dangereux, donc voilà, faut bien se préparer avant chaque sortie. Ok. Merci beaucoup pour ce petit point sécurité ultra important. Est-ce que tu aurais des sites en particulier de référence à partager là-dessus ? Non, le site déjà des stations, voilà, regarder toujours les sites des stations, se renseigner sur sur les risques d'avalanche, pardon. Et ensuite, moi j'utilise l'application FatMap qui référencie tous les sentiers, que ce soit des sentiers rando, VTT, piste de ski alpin, ski de rando, un peu tous les sports qu'on peut faire. Ça référence pas mal de spots. On peut y laisser aussi des avis, si on y était dernièrement, par exemple, est-ce qu'il y avait assez de neige, comment c'était, est-ce qu'il y avait un risque d'avalanche ou quoi. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Ok, trop bien. Merci beaucoup. En tout cas, moi, tu m'as appris vraiment un tas de choses parce que, comme je l'ai répété plein de fois, je connais rien du tout au sport d'hiver, mais en tout cas, ça me donne vraiment envie d'aller découvrir tout ça. Et si je peux emmener Floki, ça serait encore plus chouette. Et avec tous tes conseils, je pense que on a tout ce qu'il faut du coup pour pouvoir le faire. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voudrais ajouter ? Et donc, du coup, si vous aussi, vous aimez vraiment... faire pratiquer vous aimez ou vous avez vraiment envie de pratiquer le sport avec vos loulous, je vous conseille donc de suivre le compte Instagram de Justine WDM et aussi donc de lire son livre Un van, un chien et deux chats où elle vous parle un peu de sa vie avec son chien et ses deux chats, et elle pratique aussi le ski de rando. Donc voilà, c'est vraiment top et ça va vous donner plein de belles idées. Oui, et puis son compte est très humoristique, je trouve, très drôle. Enfin, chaque animal a son petit caractère. Chaque soir, on attend avec impatience la publication du jour. Mais du coup, un autre compte sympa à suivre dans cette thématique, c'est évidemment le tien. Oui, aussi, vous pouvez me suivre. Alors, c'est Laura-BR-. Voilà. Trop bien. De toute façon, on mettra tout ça en description et en plus, tes photos sont vraiment chouettes et valent le détour. Donc, si vous avez besoin d'idées ou d'inspi sur les sports d'hiver ou la Haute-Savoie, vous pouvez aller faire un tour sur son compte Instagram. Et j'imagine que tu es dispo pour répondre à leurs questions aussi. Oui, bien sûr. N'hésitez pas à m'envoyer des messages. J'y répondrai. Et voilà, et j'essaye de publier le plus souvent possible autour de plumes, autour des sports que je pratique et autour de la montagne, de l'océan, tout ce que j'aime. Super. Merci beaucoup Laura pour ton partage et je te dis à très bientôt. Merci à toi. Salut. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, ça me fait très plaisir. J'espère qu'il t'a plu et si c'est le cas, n'hésite pas à laisser une note 5 étoiles sur la plateforme de ton choix. Si tu découvres Twip en même temps que cet épisode, Twip, TWIP, est une application dog-friendly qui te permet de découvrir plein de spots accessibles aux chiens en France et ailleurs. Tu peux la télécharger sur le store de ton choix, dès maintenant elle est 100% gratuite. On propose également un guide de voyage pour avoir toutes les astuces pour emmener son chien facilement avec soi, que tu retrouveras sur notre site internet www.twip-app.com. En attendant, nous on se retrouve sur l'Instagram de Twip pour faire connaissance et je vous dis à très bientôt.